Je m'appelle Éric Gingras, président de la CSQ, et vous écoutez mon balado qui prend les devants. Alors, autre épisode, bien content. Pour ça, c'est le dernier épisode de la saison. N'ayez crainte, on va revenir. Mais bien content donc d'avoir avec vous l'occasion d'avoir d'autres discussions, d'autres enjeux. Cette fois, on va y aller vraiment sur des enjeux de relations de travail. Je pense que, encore une fois, la dernière année a été teintée par beaucoup de questions sur toutes sortes d'enjeux reliés aux relations de travail, reliés à la productivité, au milieu de travail, aux travailleuses, aux travailleurs. Donc, vraiment, on va prendre le temps de discuter tout ça. Et pour ce faire, encore une fois au balado, bien content d'avoir une invitée intéressante, importante, qui a un rôle puis une connaissance du milieu du travail et des relations de travail. J'ai avec moi, puis je la présente tout de suite, Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, une organisation de plus de 12 000 membres. Bonjour Manon. Bonjour Éric, merci de l'invitation. Bien, merci d'être là. J'ai eu l'occasion d'être souvent en compagnie de Manon sur toutes sortes de panels, de discussions, etc. Donc, on se connaît quand même un peu. Oui. Je sais un peu la position de son organisation. Donc, je pense que ça va être intéressant d'avoir ces discussions-là. Puis, avant d'aller plus loin, parce qu'il y a des collègues qui nous écoutent et qui disent « Manon, c'est quoi cette organisation-là? Puis, c'est quoi des conseillers en ressources humaines, puis être agréé en plus. » Parle-moi un peu de ton organisation. C'est qui? Oui. Alors, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et des conseillers en relations industrielles agréés. C'est vrai. Les deux sont dans la même organisation. Exactement. Donc, 12 500 professionnels CRHA ou CRIA. L'objectif de l'Ordre, en fait, la mission de l'Ordre, comme tous les autres professionnels, c'est de protéger le public. Souvent, les gens pensent qu'on est une association des professionnels, donc c'est pas notre mission. Vraiment, on est là pour protéger le public. Nos membres sont à travers bien sûr, la province, dans différents secteurs privés et publics. Donc voilà. Et donc, on est ni patronal ni syndical. Ah, non! Parce que moi, j'allais te demander, coudonc, ça, là, c'est une organisation patronale? Oui, bien, je sais que c'est souvent la perception. En fait, c'est peut-être même quand les gens, mes amis du patronat me disent « Voyons, Manon, t'es bien syndical. » Puis les gens du syndicat, « Manon, t'es bien patronal. » Je me dis « Ben, on a trouvé le juste équilibre. Ouais. Donc, on n'est pas une organisation ni patronale ni syndicale. Donc, vraiment, c'est un nom professionnel. Donc, notre mission, c'est de s'assurer que les professionnels sont compétents, qu'ils agissent avec probité, qu'ils respectent leur code de déontologie. Puis on les accompagne beaucoup dans le développement. Mais c'est sûr que l'Ordre a vraiment souci de jouer un rôle dans la société puis d'amener un peu notre posture qui est vraiment, comme je disais, pas campée nécessairement, puis vraiment dans l'intérêt général pour faire avancer, bien sûr, les débats de société sur les enjeux de travail. Peut-être que parce que c'est écrit ressources humaines, oui. Bon, on pense que c'est patronal. C'est peut-être un peu ça, parce que tu représentes ou tu es directrice générale d'une organisation qui s'assure de l'encadrement de personnel, de professionnels, comme tu l'as dit, qui sont souvent identifiés comme étant des patrons, notamment les RH, quand on dit ça, les RH, oui. Mais c'est aussi vrai pour les conseillers en relations industrielles. Oui. Donc, c'est peut-être ça un peu qui mélange les gens. Peut-être, ou c'est qu'on associe, effectivement, je comprends la fonction gestion des ressources humaines au patron, mais le regard de nos professionnels n'est pas nécessairement que de dire, ben voici ce que je mets de l'avant, des initiatives strictement pour l'employeur. En fait, on a une posture un peu particulière dans les organisations. Les professionnels ont cette posture-là où on regarde à la fois, bien sûr, les intérêts de l'employeur, de s'assurer que l'organisation contribue au succès de l'organisation, mais beaucoup avec un focus. En fait, on se rejoint beaucoup, souvent parce que donc de protéger le public, notre public à nous, c'est aussi les travailleurs. Donc, on se rejoint beaucoup, s'assurer que les pratiques RH sont porteuses de sens. Fait qu'on est souvent... Parfois, les gens disent on est un prix en l'arbre et l'écorce. Puis moi, j'aime pas cette expression-là. Je comprends d'où elle vient, mais en fait, je pense que le discours de ce qui est bon pour un est nécessairement mauvais pour l'autre. Je pense que c'est dépassé. Les organisations sérieuses puis intéressantes ont depuis longtemps compris que tout ce qu'on peut faire de positif pour bien former, accompagner, reconnaître, développer, bien payer les gens, bien, ça leur permet d'avoir du succès. Donc, le discours qui oppose, puis le fait que nos professionnels sont souvent pris entre l'arbre et l'écorce, bien, j'amène toujours une petite nuance à cet élément. Mais c'est une des raisons pourquoi on a cette discussion-là aujourd'hui au balado, parce que tu l'as nommé,
le travail, ce que vous faites, oui, protéger le public. Puis le public, ben, c'est les travailleurs, les travailleuses aussi dans votre cas, parce que c'est avec eux qu'interagissent les professionnels. On va y revenir là-dessus parce que c'est ça l'intérêt. On parlait d'intelligence artificielle, de relations de travail et même de projets de loi qu'on a qualifiés d'antisyndical. Ça, c'est notre qualificatif. On va juste parler de projet de loi dans ce cas-ci. Mais juste avant, juste parce que, tu sais, je disais, je savais, quand tu as dit c'est pas patronal, mais non, parce que même à la CSQ, on a des conseillers relations industriels, RH aussi. Il y en a même qui négocient. Nos noiries, il y en a beaucoup là, qui leur travail au quotidien, c'est la négociation de convention collective. Donc, c'était un petit peu une boutade que de se dire ça, parce qu'on le savait pertinemment. Mais juste les collègues qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre RH et RI? Oui. Donc, on a des CRHA, des CRIA, proportionnellement 80 de CRHA puis 20 de CRIA. En fait, c'est la même profession. C'est la même profession, mais les conseils en relations industrielles, c'est comme ça qu'est né l'ordre. Okay. Donc, dans les années 60, l'Assemblée nationale commençait il y avait plusieurs professions, mais on commençait à se préoccuper du rôle des conseillers en relations industrielles, bien sûr, au cœur des relations de travail. Et ils se sont dit, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une organisation qui encadre ces gens-là parce que leurs décisions, l'influence, leurs compétences, leur maîtrise de la loi, par exemple, des enjeux de relations de travail font qu'on doit s'assurer qu'ils font un bon job. C'est ça. Donc, on a créé... Donc, au tout début, c'est vraiment les CRI, ceux qui ont connu l'époque des CRI, donc c'est comme ça qu'on désignait les membres de l'ordre. Donc ça est arrivé dans les années 60, le début des années 70, et on a créé le Code des professions, on a reconnu cette profession-là, puis au fil du temps, on a l'Association des gens d'ARH s'est joint. Mais dans les faits, c'est la même profession. Okay. Je sais qu'on associe les gens de relations industrielles, comme les CRIA maintenant, aux relations de travail, mais là, les professeurs des départements d'ARI vont être fiers de moi. Je vais un peu expliquer leur perspective. C'est vraiment au niveau des relations industrielles. Dans les relations industrielles, les ingrédients, c'est santé, sécurité, relations de travail, qui est souvent l'association qu'on fait RI, ART dans notre vocabulaire, tout ce qui est politique publique et la GRH. Donc, si on veut, selon l'approche RI, la GRH est un des morceaux des RI. Dans les faits, le terme de relations industrielles existe pas beaucoup dans le monde. Tout le monde connaît RH, le terme RH. Il y a, je pense, quelques pays comme le Mexique qui ont les relations industrielles. Donc, au fil du temps, je pense que les gens d'ARI sont devenus des gens d'ARH, donc parce que dans le vocabulaire, mais c'est la même travail. Il y a encore des formations qui sont distinctes. Oui. Donc, il y a un parcours relations industrielles, beaucoup fort pertinent, fort intéressant. On met plus l'accent sur le contexte, bien sûr, l'histoire du syndicalisme, la négociation, le contexte de travail, beaucoup plus de sciences sociales. Puis, tu as la formation, donc, des gens RH qui ont un baccalauréat en administration. C'est là qu'on fait la distinction. Exactement, mais ultimement, c'est pas une profession différente, mais si tu veux mon avis, je pense qu'on devrait mêler ces deux formations-là puis en faire une parce qu'ils ont vraiment chacune des forces. Faites-vous des interventions pour ça? Oui, souvent, on influence. En fait, pour que les gens puissent devenir CRHA, il y a certaines, ou CRA, il y a certaines exigences. Fait que c'est sûr que les universités ont une écoute et sont attentifs à ce qu'on considère qui sont les compétences nécessaires. Fait qu'effectivement, au fil du temps, il y a des programmes qui se sont adaptés à nos exigences. Très intéressant, très intéressant. Bon, maintenant qu'on a départagé qui fait quoi, qui tu représentes, là, on va aller dans le vif du sujet, pas le choix, c'est justement le but de ça. Là, on parle de relations de travail, mais je vais tout de suite le faire en lien avec l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est un dossier que tu as de très près, parce que je pense qu'il y a beaucoup de changements où on en voit à venir. Puis, comment tu vois ça un peu, là, disons, les défis? Parce qu'il y a des avantages, des inconvénients. On a eu beaucoup de discussions là-dessus, comme j'ai dit, sur des panels, etc. Je pense qu'on n'est pas très loin, l'humain au centre, etc., comme la CSQ aime bien le dire. Mais si je demande à Manon, là, pour l'ordre, comment on voit les prochaines années, les grands défis au niveau de l'intelligence artificielle au travail? Oui. Je sais pas pour vous, des fois, peut-être que je me trahis quand je dis ça, mais il y a 3 ans, moi, je voyais l'intelligence artificielle, que ce soit pour notre profession ou d'autres, comme ça va être un outil d'aide à la décision. Ouais. C'est le fun, ça va nous enlever les tâches qu'on n'aime pas. Les affaires plates. Oui, les affaires plates. Fait que c'est pas mal. C'est vrai, il y a une portion de ça qu'on le voit, mais
l'IA est arrivée dans nos organisations, pas par des décisions des organisations. L'IA, on le sait, est arrivée dans nos organisations par les employés eux-mêmes. Parce que c'est encore pas la majorité des organisations qui ont implanté des solutions d'IA. T'sais, on a différentes statistiques, mais au plus, c'est 1 sur 5. Vraiment au plus. Oui, puis en plus, au Québec, beaucoup de PME. Fait que ça, c'est rare qu'il y ait un grand plan d'intelligence artificielle qui est prévu. Là. Je te laisse continuer. Mais on le sait, on l'utilise tous, l'IA, donc l'IA générative. Fait que c'est venu bousculer. Fait que les organisations, je pense, qui n'étaient pas prêtes, ils se disaient, quand on va l'implanter, on formera notre monde. Mais l'IA a déjà bouscule des choses en termes, on le sait, là, en termes de rédaction, de recherche. Il y a déjà des types de postes qui sont bousculés par ça. On le voit, notamment les postes d'entrée en informatique. On se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces gens-là pour faire du code? Fait que ça bouleverse beaucoup, mais il ne faut pas démoniser l'IA. Je pense que l'idée, c'est qu'il y a un potentiel intéressant à cette IA-là. On voit déjà les gains. On les apprécie individuellement. Parce qu'on est des utilisateurs individuels de l'IA. Mais dans les organisations, il faut déjà, donc pas démoniser, mais déjà encadrer. On a fait un sondage, il date de l'automne, fait que peut-être la donnée n'est pas tout à fait à jour parce que ça va vite, mais encore très peu d'organisations étaient venues mettre des balises autour de l'utilisation par leurs employés de l'IA. Puis ça, c'est un peu préoccupant parce qu'on sait tous les aspects de confidentialité, notamment de données. Fait qu'il y a quelque chose à faire rapidement pour les organisations, s'assurer qu'il n'y ait pas de... Là, tu veux dire une espèce de politique pour l'utilisation de l'IA. Puis est-ce que ça va jusqu'à se dire, lorsqu'on l'utilise, on le dit que ça a été utilisé? Parce qu'il y a toute cette question-là. Hein, quand tu fais quelque chose, puis tu sais, l'exemple des ressources humaines et des relations industrielles sont probants pour ça. Tu sais, à un moment donné, tu fais quelque chose et tu prends une décision. Quand est-ce que tu dis que ça a été fait à l'aide de l'intelligence artificielle? C'est la grande question, puis dont je vais répondre pour notre profession, puis peut-être que ça en inspirera d'autres. Mais ce qu'on a dit, c'est... Au début, je pense que le réflexe de tout le monde, c'est « faut qu'on le dise, faut qu'on le dise ». Mais là, à un moment donné, il faut que ça soit... Donc, nous, l'élément qu'on a mis ou les critères de décision, est-ce que j'ai utilisé l'IA, c'était l'essence de ce que j'ai fait? T'sais, si je prends de façon... simple, par exemple, si je fais du recrutement, j'ai fait la sélection des gens que je vais rencontrer en entrevue strictement avec l'IA, bien là, je pense qu'il faut que tu le dises à tes candidats. Je comprends. Si tu as soumis un rapport à quelqu'un, à ton patron, puis tu l'as complètement fait par l'IA, puis tu ne l'as pas regardé, tu as mis ton nom, bien, je pense qu'il y a un problème, mais deux, fait qu'il faut le dévoiler. Mais si tu as utilisé l'IA pour t'aider à formuler mieux certaines phrases, tu es allé chercher des éléments de recherche, bien, à quelque part, à un moment donné, je pense que la nouveauté a fait que tout le monde disait faut le dire, mais je pense que le caractère substantiel du produit est un élément que nous, on a mis de l'avant pour inviter nos professionnels à le dénoncer, parfois de ne pas avoir à le dire parce que c'est juste un outil d'aide à la rédaction, par exemple. Oui, parce qu'à un moment donné, il y en avait d'autres outils qu'on ne disait pas qu'on utilisait. Là, à un moment donné, ce bout-là. Mais je pense que tu abordes une question qui est centrale, c'est quand l'intelligence artificielle remplace la décision humaine. Oui. Puis tu sais, nous, on est beaucoup là-dedans. Hein, c'est qu'à un moment donné, il y a des questions à se poser. Et ça, cet exemple-là, parce que les collègues qui nous écoutent, là, ils voient ça, puis il y a une crainte. Oui. C'est-à-dire que l'employeur dit, ben moi, j'ai eu 100 CV qui sont arrivés, j'ai envoyé ça dans la machine de l'intelligence artificielle, il m'est sorti 3 noms que j'ai amenés en entrevue, final bâton. Oui. Ça, pour nous, syndicalement, c'est très préoccupant. Pour nous aussi. C'est ça que je voulais savoir pour vous aussi. Pour nous aussi, parce que, tu peux pas juste te fier à donc une firme avec qui tu as fait affaire ou tu utilises un produit plus public. Là. Tu peux pas juste te fier. Il faut que tu comprennes l'algorithme avant. C'est où ces données? Ils viennent d'où ces données? Ils sont basées sur... Il faut que tu sois capable de poser des questions. Tu n'as pas besoin d'être le grand expert en IA, mais quand même d'avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir poser les bonnes questions. Puis c'est pas vrai que comme professionnel, je vais répondre pour notre profession, c'est pas vrai que l'ordre appuierait le fait qu'un professionnel dit, j'ai fait affaire avec une firme respectable, puis j'ai mis ça dans la machine. Non. Faut que tu le testes plusieurs fois. Faut que tu le testes plusieurs fois. Fait que tu fais l'exercice, tu as tes 100 CV, puis tu le regardes tout, puis tu fais ton choix, puis tu compares avec ce que la machine te produit, puis au bout d'un certain temps, tu dis, OK, je peux me fier à,
Ou encore, j'ai des paramètres à venir changer parce que la responsabilité du professionnel, puis c'est vrai de tout type d'employé, s'en va pas parce que c'est l'IA qui l'a fait. Ça peut pas être une excuse, c'est pas justifiable. Donc, tu es responsable de ta décision. Fait que si tu utilises un algorithme qui produit des billets, puis on en a vu plusieurs. Oui, ça, absolument. Il y a plein d'exemples. Ben, c'est ta responsabilité que tu mets en jeu parce que tu peux pas te dire je me lave les mains parce que c'est l'IA qui m'a produit ça. Donc, il faut sensibiliser, il faut outiller les gens pour poser les bonnes questions, parce que c'est un peu intimidant. Tu as des gens qui te vendent ça, puis un produit, puis ils connaissent leur affaire, puis ils t'offrent plein de garanties. Ben non, il faut vraiment être sérieux dans ce processus-là de sélection, puis faire des tests, faire des pilotes, s'assurer qu'il n'y a pas de dérive. Puis on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire l'humain doit toujours être au centre de chacune des décisions qui est prise, même pour l'entreprise, même pour le patron. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis aussi, ben plus largement, là, on a dit l'IA est arrivée dans les organisations par les individus, donc il faut encadrer, il faut baliser, il faut tester. Mais quand l'organisation contemple l'idée de faire l'acquisition ou faire développer des produits d'IA, pour nous, c'est clair, puis c'est les recommandations qu'on a fait au gouvernement dans leurs consultations, il faut trouver un mécanisme d'impliquer les travailleurs. Donc, il faut que ça soit hyper clair. Tu sais que c'est doux à nos oreilles, ça? Oui, je sais, mais ça fait sens. Puis je pense qu'il y a plus de chances qu'on le voit dans les environnements syndiqués parce que vous êtes là pour rappeler cet élément-là. Mais syndiqué ou pas, il faut que tu impliques tes travailleurs. Ils ont beaucoup de craintes. Bien sûr. Absolument. Ils ont beaucoup d'attentes aussi de leurs emplois. Moi, ce que je vois surtout, là, je vais prendre ma gang, ma petite PME, si tu veux, on est 75 à l'heure. Il y a beaucoup d'attentes aussi des employés. Il faut que tu me développes en IA, il faut que je sois... Puis ma gang est jeune, là, tu sais. Fait que formation. Les jeunes, ils connaissent ça. Non. Ils s'attendent à ce qu'on les accompagne, les forme. Ils s'attendent à ce qu'on soit transparent avec eux si jamais on pense faire l'acquisition d'une solution IA ou faire développer. Puis qu'est-ce que ça va changer à leur job? Ou est-ce que ça met en péril? Bien sûr, c'est toujours la crainte de faire couper son poste. Ils sont souvent les mieux placés aussi pour savoir à quoi pourrait les aider l'intelligence artificielle. Clairement. Tu sais, les organisations qui font ça sans consulter leurs employés, ben c'est pas des investissements qui sont porteurs. Puis ça va peut-être expliquer aussi parce qu'on disait, il y a peu d'organisations qui ont vraiment fait développer des outils d'IA, mais celles qui l'ont fait, c'est intéressant quand même. Le constat, c'est que ça n'a pas tant aidé à la productivité. Fait que à date, je ne veux pas dire que ça n'arrivera pas. Là, je pense que moi, je vois le potentiel de l'IA, mais à un moment donné, c'est pas l'espèce de magie qu'on a promis parce que les organisations qui l'ont implanté n'ont pas vu les gains de productivité attendus. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas consulté leur gang de dire qu'est-ce qu'on devrait faire, ce serait quoi le potentiel? Les employés vont l'utiliser avec leurs mots, leur compréhension, mais puis là, l'expert IA va dire OK, ça, on peut le faire. Je pense que ce serait l'outil ou la façon de l'aborder. Parce qu'à date, l'intelligence artificielle nous est vendue comme étant quelque chose, te dis, magique, quelque chose qui va tout changer, puis qui va aider la productivité, puis que ça va pallier à un certain nombre de choses, de pénurie de main-d'œuvre, etc. Mais ça reste à être prouvé. Là. Pour l'instant, il y a plein d'affaires qui nous sont dites, ça avance. Puis on voit que c'est quand même des méga-entreprises, des compagnies internationales qui sont financées à des dizaines de milliards. Fait qu'il y a peut-être un petit peu de ça. Hein? On est en attente de ces résultats-là. Puis d'ici là, ben nous, ce qu'on pense, c'est qu'il ne faut pas perdre le contrôle. Hein? Parce que pour un travailleur, une travailleuse, perdre le contrôle de son emploi, c'est un des pires scénarios. Parce que là, tu perds la motivation, tu perds le contrôle, puis après ça, c'est un enjeu important là, qui se présente au travail. Oui, tout à fait. Donc, la clarté et la transparence. Exactement. Et puis comment... Parce que de plus en plus, on dit que ça va servir, puis on donne des exemples de tâches même qui seraient données, qui proviendraient de l'intelligence artificielle. Donc, un employé, un travailleur, une travailleuse reçoit des tâches à faire qui proviennent de l'intelligence artificielle. Dans le contexte, là, tu te plains à qui quand c'est arrivé? Je veux dire, tu vas voir ton patron, puis comment tu vois ça? Parce que ça commence. Hein? On a beaucoup d'intelligence artificielle qui surveillent, qui disent, ben ta tâche, tu vas avoir 2 minutes pour la faire. C'est ça qui est le plus intéressant ou le plus porteur. Puis après ça, je vais pouvoir maximiser ton temps. Mais ça vient de l'intelligence artificielle. Puis après ça, tu as un superviseur qui est à côté qui dit, ben c'est ça qui a été proposé. Mais vous voyez ça comment, vous autres? Oui.
Bien, c'est sûr, la gestion algorithmique, Ouais. puis de recevoir de son travail d'une machine à quelque part, bien, c'est sûr que nous, on a beaucoup de préoccupations à cet égard-là. Bien sûr, on est des gens d'RH, on est des gens le relationnel est important. Nous, on Ouais, prône dans les ressources l'humain. humaines, il y a Il y a humaine. clairement Hein? humaine, puis pas tout le monde qui aime le terme ressources, mais à faute d'avoir trouvé un vocable, c'est de celui qui reste. Mais fait que c'est sûr que la préoccupation de l'humain, pour nous, cette gestion algorithmique, il faut être conscient, il faut qu'il y ait toujours des individus, des patrons, des patronnes, des collègues qui sont capables de prendre un pas de recul, puis de faire attention. Tu sais, c'est beau la mesure, on aime ça la performance, mais à un moment donné, il faut prendre soin de l'humain. Puis de parler je vais juste attraper la bout surveillance. Donc, c'est sûr que la gestion algorithmique et la surveillance, pour moi, bien sûr, c'est deux choses. On a vu beaucoup depuis la pandémie à cause du télétravail. Écoute, avant, j'aurais pu nommer les organisations qui faisaient de la surveillance. Tu sais, je connaissais les produits. Ouais. Là, c'est... Boum! Wow! C'est des milliers d'offres de surveillance. On avait pris le pouls au début de la pandémie, puis 30% des organisations avaient, en 6 mois, là, acquis une solution de surveillance électronique de leurs employés parce que c'est bien important qu'ils travaillent fort à la maison. Puis on a vraiment fait une sortie plusieurs fois publique, puis à chaque fois, j'ai eu l'occasion de le faire. Mais à quoi vous pensez? T'sais, c'est une chose d'avoir des technologies pour avoir de l'intelligence d'affaires, prendre des bonnes décisions. Bien sûr, bien sûr. Mais de surveiller ton monde pour voir s'ils se sont branchés, quels mots ils La utilisent dans fameuse leur souris là, courriel. qui bouge. Est-ce que la souris bouge assez souvent dans minutes ou dans l'heure ou je sais pas quoi? Là? Exactement. Mais c'est d'un ridicule. C'est comme si on confond assiduité, tu sais, je veux savoir qui est là, et performance. Si ta seule mesure de la performance, c'est le fait qu'il soit là, tu sais, au travail, comme gestionnaire, tu fais pas ta job puis tu comprends pas ton environnement. Puis c'est tellement aux antipodes des approches de gestion qui font sens. Ces approches de gestion performantes puis font que les gens ont le goût de travailler puis ont le goût de travailler dans une organisation, c'est quand ils ont de la confiance, de la latitude. Puis moi, j'ai posé plusieurs questions à les dirigeants d'entreprise qui avaient mis en place ces technologies-là. Mais pourquoi? Oui, mais s'ils font leur job, ça les dérange pas. Mais non, gars, le message que tu envoies, c'est que je te fais pas confiance. Mais oui, il y en a toujours qui vont abuser, mais c'est quoi? C'est un mais ils faible abusaient même avant. Ils vont toujours abuser. Ils étaient physiquement là. Puis c'est tellement un infime pourcentage. Puis là, tu mets tout le monde là-dessus. Tout le monde. Fait que tout le monde. Fait que c'est sûr que donc l'utilisation de la surveillance électronique, nous, on dit très peu. Vraiment dans les cas très justifiés. Puis, tu sais, trouve d'autres alternatives pour suivre ton monde que ça. Mais puis la gestion algorithmique va falloir suivre ça. Toujours continuer d'avoir le jugement humain. Puis des gens qui sont conscients aussi de l'impact. Puis la pression va venir aussi des collègues. Tu sais, si tu as des collègues performants, qu'on mesure, il y a de plus en plus de data, ben là, puis les gens qui sont plus à l'aise à utiliser les technologies, déjà, ça crée de la pression dans les organisations. Hey, mes collègues ont fait tout la même job, mes autres sont pas mal bons à utiliser la technologie, à bien réagir à ça. Moi, je suis moins habile. Ben, il faut qu'on m'aide pour que je puisse avoir un certain niveau de performance. Mais j'espère que la gestion algorithmique sera réservée, tu sais, à peut-être la mesure une mesure un peu plus sophistiquée que ce qu'on avait, mais certainement pas de venir changer les rapports. Ça ne sera pas quelque chose qui va remplacer. Non, c'est ça. C'est vraiment ça. Le temps passe super vite, puis j'ai un autre bloc auquel je veux passer après, mais j'ai quand même une dernière question. Est-ce que tu penses qu'on a besoin de plus d'encadrement législatif dans le monde du travail? Parce que quand on a parlé, en tout cas, à plusieurs reprises avec le ministre du Travail, M. Boulay, il disait pas besoin parce que tout ce qui est là peut être appliqué à. Oui, mais. Tu sais, il y a peut-être quelque chose qui gagnerait à. Comment tu le vois, ça? Oui. Je pense que oui, c'est vrai que tu as certains éléments ou principes. Si je vais faire le parallèle avec le code de déontologie des professionnels en RH, là, tout le monde disait dans les autres professionnels, il faut changer nos codes de déonto à cause de l'IA. Ben non, on s'est rendu compte que les principes de là s'appliquent. Fait que ça va. Mais je pense que nous, on invite à avoir un cadre. On n'en a aucun cadre sur l'IA présentement. Là, absolument. Pas juste le travail, là, mais de façon générale, on n'en a pas ici. Fait que c'est quand même préoccupant. Puis au niveau du travail, il y a quand même des questions fondamentales. Puis particulièrement qui m'interpelle, les travailleurs de plateforme. Ah ouais.
on va en avoir de plus en plus nécessairement. Et, plateforme, on est dans Uber, oui. DoorDash, etc. Exactement. Puis on va en avoir plus. Puis aujourd'hui, leur statut, il est comme pas mal flou. On ne sait pas, c'est-tu des employés ou c'est des travailleurs autonomes? Fait que bien sûr, les organisations disent, ben non, c'est des travailleurs autonomes. Alors, puis là, après ça, c'est à la personne, c'est au travailleur de venir démontrer, ben non, je ne suis pas vraiment un travailleur autonome parce que c'est lui qui me dit que, combien je peux charger, combien d'heures. Donc je ne corresponds pas à la définition de travailleur autonome. Fait que ne serait-ce que d'avoir des éléments dans une loi qui vient dire que, par exemple, tout travailleur de plateforme est réputé être salarié jusqu'à preuve du contraire de l'organisation pour enlever le fardeau sur les travailleurs puis le mettre sur les organisations. Absolument. Donc, oui, il faut un certain cadre. Mais ça, on sent une pression parce que les plateformes, c'est leur modèle d'affaires. Fait que c'est sûr que là, le gouvernement est pris un peu là-dedans puis il veut pas aller. Puis on voit après ça tout ce qui se passe avec nos voisins du Sud. On a juste à voir là, l'espèce de nouvelle stratégie de l'intelligence artificielle déposée la semaine dernière. Là, ceux qui nous écoutent, là, on est à des débuts de juin là, par le gouvernement fédéral. On voit qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là. On est dans les grandes idées, des grands principes, puis une bonne idée, puis go, on motive tout le monde, puis ça va être des dizaines de milliards de dollars, mais il n'y a encore pas d'encadrement. Oui, c'est encore... je ne sais pas si c'est parce qu'on se dit... si on attend d'avoir toutes les réponses puis avoir vu tous les cas de figure avant d'écrire quelque chose, fait qu'on comprend que ça ne va pas être trop contraignant pour se laisser de l'espace, mais ça ne veut pas dire je pense qu'on peut faire un premier pas puis on s'ajustera au fil du temps. Il y a quelque chose à voir là. Hey, ben merci pour ça. Mais là, j'ai parlé d'encadrement législatif. Fait que là, je vais parler d'encadrement législatif parce que là, dans le monde syndical, on a vécu de l'encadrement législatif pas à peu près. Ouais. Et pertinemment, je le sais parce que je vous ai entendu puis je vous ai lu, vous avez déposé des mémoires aussi pour un certain nombre de projets de loi qui ont été déposés, qui touchent les relations de travail. On a juste à penser, puis je vais commencer par celui-là. C'était le projet de loi 89, donc... après ça, il change de numéro, là, mais des fois, on se souvient juste du projet de loi puis moins du chiffre de la nouvelle loi. Mais prenons l'exemple du PL 89, on se souvient, c'est celui sur l'encadrement de la grève qui vient modifier ça. Comment vous avez vu ça? Nous, on qualifie ça d'attaque envers la capacité de mobiliser, d'intervenir, de négocier, de mettre de la pression pour les organisations syndicales. Vous autres? Ouais. Comment vous voyez ça? Puis, on n'a pas à être d'accord sur tout. Non, on est conscient là-dessus, mais je veux vous entendre un petit peu là-dessus. Bien, en fait, notre position qu'on a partagée effectivement en commission parlementaire, en fait, sur la préoccupation à la base de voir l'impact sur la population, je pense qu'on comprenait cette préoccupation-là. Bien sûr, c'est souvent on le sait, là, c'est alimenté par l'actualité. On venait de vivre comme citoyens plusieurs grèves qui avaient un impact sur nous. Fait que je pense que l'objectif de se donner une espèce de test pour dire, est-ce qu'il y a des situations où on devrait exceptionnellement intervenir parce que l'impact sur la population, il est démesuré. Donc là-dessus, on trouvait le principe intéressant. La problématique avec le projet de loi 89, c'est que les critères étaient plus ou moins précis et souvent le ministre Boulay avait des réponses en disant non, je ferais pas ça. Oui, mais là c'est pas ça que ça dit, hein, c'est ça. En tout cas, vous dites ce qui est écrit. En tout cas, nous on le comprenait différemment. Puis je veux dire, aucun ministre reste là tout le temps. Fait qu'à quelque part, je trouvais, on craint toujours un peu les interprétations. Je comprends que vous faites des démarches là, en ce sens-là au niveau juridique, mais c'est ça. Donc, l'intention, ça va. Comment on le module, puis comment on apprend des autres législations. On sait qu'au fédéral, là, il y avait eu ce même genre d'intention. Parce qu'au bout du compte, tu viens enlever puis nuire au rapport de force des syndicats. Puis pour nous, en termes de spécialistes en relations de travail, il faut que tu aies cette balance des pouvoirs-là. Fait qu'on partageait vos craintes sur l'impact que ça aurait. Puis là, on met ça, bien sûr, dans les mains des tribunaux, de voir ça va être quoi l'interprétation qu'on va donner à ça. Puis entre l'intention noble, entre les convictions du ministre, entre ce qui est écrit, puis entre ce qui va être
interprété après, ben, il peut y avoir un monde de différence. Fait que c'est toujours extrêmement délicat de s'aventurer. Parce que déjà, tu sais, on a vu avec le premier jugement là, dans le cadre d'un CPE où justement on voit comment il peut y avoir des interprétations. Là. Quand on dit, notamment dans ce jugement-là, le tribunal vient dire « Ouais, mais ça a des impacts sur les familles, même à la maison, dans le couple. » Fait que, tu sais, là, on donne vraiment quelque chose, puis c'était un peu ce que tu disais en disant il n'y a pas de critères vraiment définis. Puis pourtant, le ministre nous avait dit, lors de sa première présentation de ce projet de loi-là, moi, je me souviens en commission parlementaire, il disait « Oui, mais il y en a des critères, mais tu sais, on les a cherchés puis on les trouve pas. Ça, c'est un enjeu qui est important. Et je pense que tu l'as dit, le ministre va changer. Nous, on a toujours dit, de notre côté, que il peut y avoir des situations où il faut s'asseoir puis dire, écoute, dans ces situations-là, il pourrait y avoir peut-être des impacts trop grands pour la population, pour on était prêt à s'asseoir. Le problème, c'est que ça s'est pas fait comme ça. Oui, effectivement. Puis, tu sais, clairement, nous, on n'est pas dans, tu sais, je veux dire, comme observatrice externe, j'étais très consciente que contrairement à ce qu'on avait vécu dans les dernières années où on sentait que les syndicats étaient impliqués en amont des projets de loi, ben là, ça s'est fait sur en express, la ligne express sans consultation, ce qui n'a pas permis d'arriver parce que souvent tout le travail que vous faites en amont de sensibiliser, de influencer, permet d'arriver à un résultat qui est plus viable, qui fait sens pour tout le monde, puis que malheureusement, là, ben on sentait là, que c'était une autre voie, puis ça ne vous a pas permis en amont de venir offrir des solutions ou de venir spécifier c'était quoi les critères. Puis bien sûr, ben après ça, c'est dans les mains des parlementaires, puis là, maintenant de la justice. Fait que c'est moi, personnellement, personnellement, avec mon chapeau de DG de l'Ordre, j'étais comme étonnée de la décision pour le CPE dont tu parles. Ma conception du bien-être de la population, peut-être qu'à tort, était sur un plus large public. Je comprends bien sûr l'enjeu d'un parent. Là, je veux dire, je comprends ça, mais à un moment donné, c'est pas ce genre de décision à laquelle je m'attendais. Je comprends. Tu comprendras que nous autres non plus. Non. Puis là, ben, on va voir comment vont aller les choses. Puis là, puis je vais y revenir parce que c'est important ce que tu as nommé, l'idée de contribuer avant. Tu sais, on appelle ça le dialogue social. Oui. Puis on va y revenir là-dessus, mais je veux juste aborder l'autre projet de loi. Là. Je pourrais aborder d'autres projets de loi, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Mais le fameux PL3, là, celui là, qui est maintenant rendu la loi 4, là, qui fait que les organisations syndicales deviennent responsables de plus de trucs, cotisation facultative, transparence. Puis je le répète, là, j'ai encore un micro pour le dire, là, on est d'accord avec la transparence des états financiers, pas de problème avec ça. Mais encore là, il y a tellement de détails, tu sais. On dirait que le ministre a oublié qu'il y avait des accréditations de 22 personnes puis des accréditations de 2000. C'est pas pareil. Tu sais, puis il y a des organisations comme la nôtre qui est très décentralisée, qui donne beaucoup d'autonomie à ses fédérations et à ses affiliés locaux. Mais on dirait je sais pas, là, on dirait qu'il a oublié c'était quoi les organisations. Mais vous autres, vous avez aussi parlé dans le cadre de ça. Oui. Tu sais, cotisation facultative, transparence de financier, vous voyez ça comment? Bien, on voyait d'un bon œil les éléments de gouvernance, parce que c'est difficile aujourd'hui de pas être pour des bonnes pratiques de gouvernance. Puis dans notre univers des autres professionnels, on a des pratiques de gouvernance très, très claires. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'en termes de confiance dans les institutions, d'avoir cette transparence-là ou des pratiques de gouvernance qui sont saines. Je pense que là-dessus, on appuyait le projet de loi. Au niveau de la transparence financière, on l'appuyait aussi pour les mêmes raisons, mais en faisant un peu le bémol important, en disant, oui, il faut faire attention, il y a des petites organisations qui vont mettre énormément de sous, ce qui n'a pas d'allure. Tu ne peux pas exiger des états financiers vérifiés de tout le monde, ça coûte cher. Donc, on avait fait ces bémols-là, mais sur le principe, ça allait. Mais la question de la cotisation facultative, clairement, on n'était pas pour cette approche-là parce que pour nous, ce que ça venait mettre en péril, surtout votre rôle si important des syndicats de porter des causes sociales puis d'influencer. Oui, il y a la représentation des travailleurs que vous faites au quotidien, défendre leurs conditions de travail, mais les syndicats sont tellement une force importante pour qu'au niveau social, on avance sur des grandes causes. Fait que d'imaginer que vous devez aller à chaque fois avoir l'accord de vos membres pour ça. C'était le principe de ça, de vous empêcher
ou de sembler vouloir vous empêcher parce qu'on disait que c'était pas l'intention de porter cette voix-là ou de compliquer tellement votre quotidien. Pour nous, c'était vraiment, vraiment un grand drapeau rouge. La lourdeur de tout ça, tu sais, à chaque fois de retourner. Fait qu'on avait vraiment incité le gouvernement à mettre ça de côté ou d'emblée reconnaître plus largement les situations pour lesquelles vous n'auriez pas besoin d'aller chercher l'accord de vos membres. Probablement que vous l'auriez eu, mais pourquoi, tu sais, puis là, tu as un vote, là, il faut 24 heures. Écoute, c'est lourd dans le quotidien. Fait que pourquoi ralentir la vitesse de prise en charge de cette voie si importante dans notre société? Fait que clairement, l'Ordre n'était pas en accord avec la notion de cotisation facultative. Le résultat est quand même un peu édulcoré par rapport à l'intention initiale, tant mieux, mais quand même, tu sais, je ne suis pas certaine de la valeur, avec tous les enjeux qu'on a de société au niveau du travail, vraiment. C'était là qu'il fallait mettre nos énergies. Au-dessus de la pile. Puis on se souvient que l'aspect état financier, la transparence, de rendre ça disponible, était déjà prévu dans un autre projet de loi. Oui. Dans le projet de loi Omnibus qui précédait celui-là. Oui. Il l'a retiré pour pouvoir finalement mettre ça dans un plus gros truc avec justement cotisation facultative. On dirait vraiment pour dire, ben là, on va continuer. Puis là, après ça, on sait que c'est politique. Là. On sait qu'il y avait un désir politique de faire du chemin là-dedans, de remonter dans les sondages. Mais comme tu dis, ça a accouché un peu d'une souris. Mais le problème, c'est que c'est une souris obèse. Parce que c'est rendu des trucs administratifs d'une lourdeur pour les syndicats qui, à la fin, vont mettre de l'argent là-dedans. Mm-hmm. On avait un conseil général il y a quelques jours de ça, au moment où on enregistre. Puis, dans ce conseil général-là, tout le monde était d'accord sur le fait que, à la fin, ça va probablement nous coûter plus cher pour respecter toutes les audits, puis après ça, toutes les démarches, puis les allers-retours avec les membres, etc., pour rien de plus, parce qu'à la CSQ, je veux dire, comme dans d'autres organisations, il y a quand même, tu parlais de saine gestion, puis d'encadrement, puis tout ça qu'on fait bien, mais là, on va vraiment mettre de l'argent là-dedans pour quelque chose qui, à la fin, c'est d'une lourdeur. Là. C'est ça. Et le temps et l'argent qu'on met là-dessus, ben, on pourrait le mettre sur des initiatives à plus grande valeur ajoutée. Bien, justement, puis ça, on va y aller parce que je vais vouloir parler dans les prochaines minutes parce que c'est toujours de garder... ça va vite, hein, le temps. Oui. Je regarde le temps passer puis je fais comment? Oui, déjà. Mais dialogue social, juste avant d'y aller avec comment on voit la suite dans les relations de travail avec tous les enjeux qu'on a là, ceux de la frontière, les tarifs, la réalité de nos gouvernements qui baissent les impôts, moins d'argent dans le secteur public. Tu sais, il y a vraiment d'enjeux de productivité, de toutes sortes d'affaires. Juste avant ça, tu l'as nommé, puis c'est cher à la CSQ de l'importance du dialogue social entre employeurs, syndicats, gouvernement, être capable justement d'avoir ces discussions-là pour faire avancer les choses collectivement. Puis on pense que nous, on est des acteurs dans ce sens-là. Puis comment tu vois ça, ce dialogue social-là? Oui. Bien, en fait, on a beaucoup, puis c'est une de nos forces au Québec, d'organisations paritaires, que ce soit la Commission des partenaires du marché, le CCTM aussi. Puis nous, on n'est pas nécessairement là parce qu'on a commencé en disant on n'est ni patronal ni syndical. Fait qu'on n'a comme pas de siège, mais mais vous êtes souvent appelés. On est souvent invités pour partager notre expertise, notre façon de s'impliquer. Donc, mais comme observatrice externe, puis clairement avec ce qu'on peut voir là, comme citoyen, c'est sûr qu'on sent que le dialogue social, il est beaucoup plus tendu. Entre les trois parties. Puis ça a un impact sur beaucoup d'éléments. Puis là, peut-être que je donne... on a vu quelques décisions du gouvernement récentes qui ont fait des changements administratifs parce qu'ils attendaient des avis ou des recommandations de ces entités paritaires-là pour faire avancer certains sujets, notamment sur le développement des compétences. Fait que si on se dit, si le dialogue est tendu, si ça avance pas, bien, il y a peut-être d'autres groupes qui vont se mobiliser. Absolument. Le gouvernement va prendre des décisions parce qu'il n'y a pas d'alignement. Puis encore une fois, comme on le disait tantôt, si le patronat et les syndicats ne travaillent pas ensemble à trouver des solutions viables, bien, le résultat est peut-être pas ce qu'on veut. On dit toujours en médiation, c'est ça le principe. N'importe quel... c'est mieux de t'entendre, puis on sait dans les relations de travail au quotidien que d'avoir un arbitre ou quelqu'un qui vient dire c'est quoi la... C'est imposé, on le sait, fait que c'est la même logique.
Fait qu'est-ce que c'est sûr que le contexte géopolitique il est extrêmement tendu, économique. Là, on ne sait pas ce qui va arriver aux prochaines élections, mais j'ose croire parce que pendant quelques années, puis là, comme je te dis, je suis une observatrice, j'ai eu comme l'impression que c'était assez fort le dialogue social. Puis ça s'est brisé, là, peut-être il y a 2 ans. Là, en tout cas. Fait qu'on. J'espère qu'il va y avoir un alignement. Je pense qu'on a des gros défis, puis on va probablement en parler, pour lesquels on doit travailler ensemble. Fait que je pense que, mais on le voit souvent ça dans les situations de crise. Hein, c'est soit que les gens s'éloignent ou encore, ben on prend le défi ensemble, puis on se réinvente. On l'a vu, je ne veux pas revenir à la COVID, mais c'est quand même un élément marquant de notre histoire récente. On a vu des organisations s'effondrer. Ouais. On a vu des organisations faire des choses magnifiques. Mais le secret là, de ça, c'est toujours des gens qui se sont mis ensemble, on a travaillé ensemble. Fait je pense qu'il faut laisser les tensions trouver, je ne sais pas comment, là, si je le savais, je serais riche, mais pour que on reprenne, en politique. Peut-être, on reprenne le dialogue social au niveau des représentants comme vous. Parce qu'on voit aussi là, dans les organisations une hausse là, quand même des conflits de travail. Fait que ça, c'est préoccupant. Ben, c'est ce qu'on souhaite. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Puis là, on voit les élections qui approchent, puis on espère que ça va faire partie du discours. Il faut mettre de côté, justement, ces chicanes-là. Puis après ça, on s'entend sur une chose. On ne s'entendra pas tout le temps. Bien sûr. Mais on va faire évoluer les choses, on va faire avancer. Et la plupart du temps, c'est gagnant. Tu l'as dit, là, même si c'est pas nécessairement exactement ce que tu voudrais, ça reste que, si ça a été porteur, le dialogue, il y aura quand même un petit peu d'éléments que tu vas dire, c'est quand même intéressant, c'est pas complètement mauvais, etc. Fait que là, ça te permet d'avancer. Je pense qu'on est quand même là. Parce que moi, ce que j'ai dit souvent, là, c'est on vient de l'essayer là, pendant 2 ans. Là. Hein, on était campés, puis là, on vient de l'essayer. Puis je te dirais que ça nous a été imposé, mais on vient de l'essayer, puis ça n'a clairement pas fonctionné. Là. Non. Donc, je pense qu'il faudrait revenir plutôt aux dernières années qui ont précédé, où justement, il y avait cette capacité-là. Je pense qu'on a réussi à faire des choses. Fait que justement, je dis que ça nous prendrait ça parce qu'il y a des défis. Comment tu vois ça, toi, les prochaines années en relation de travail, nos plus grands défis, là, productivité, développement de compétences, comment tu vois ça? Bien, sur la productivité, bien sûr, on en parle beaucoup. Il faut en parler de plus en plus, puis c'est nécessaire pour, bien sûr, le succès de nos organisations, notre compétitivité. Ça s'améliore un petit peu selon les chiffres, mais pas tant. On sait qu'on est un peu à la traîne en termes de productivité. Mais la productivité ne veut pas juste dire croissance des organisations. La productivité aussi, c'est des bonnes jobs, c'est des bonnes conditions, c'est une qualité de vie sociale. Puis, je pense qu'il faut enlever. Je pense que dans l'espace public, je le comprends, productivité, il y en a beaucoup qui disent c'est parce que la productivité, ce n'est pas demander à un travailleur de plus travailler. Exactement. Mais ça, il faudrait l'expliquer. Bien, je pense qu'il faut l'expliquer. Vraiment, il faut l'expliquer. Parce que même les syndicats, on n'est pas contre la productivité. Non, c'est ça. On est contre exploiter les travailleurs puis leur imposer des tâches qui n'ont pas d'allure. C'est pas la même chose. Non, exactement. Mais je pense qu'on a un effort collectif à venir dire aux gens, ça ne veut pas dire travailler plus, c'est juste travailler. En fait, c'est pas juste parce que c'est pas système, mais c'est travailler mieux. Fait que si on travaille mieux puis on est plus productif, mais on a moins de charges de travail, on est mieux soutenu, ça va bénéficier à tous. Fait que je pense que de se rassembler autour d'un concept de productivité plus inclusif, là, je vais dire ça comme ça, je pense que ça serait important dans une stratégie de com du gouvernement puis de l'ensemble des parties prenantes. Ça, je pense que c'est Lucien Bouchard, là, quand il avait écrit là, son espèce de manifeste qu'il avait fait paraître là, il y a quelques années de ça, voire plus d'une décennie, là, comme quoi il disait qu'il fallait travailler. Là, travailler plus. Les Québécois ne travaillaient pas assez. C'était ça. Là. C'est resté dans l'imaginaire. C'était comme resté dans l'imaginaire. Donc, productivité, tu viens de le nommer, peut-être un élément à expliquer c'est quoi. Puis si tu me permets sur la productivité, souvent quand on parle de productivité, bien sûr, on parle d'investissement dans les technologies, on parle d'innovation, on parle d'allègement quand même des fardeaux administratifs des organisations, on parle de développement des compétences, puis je vais t'en reparler. Mais en fait, un des éléments, un des leviers, puis c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment la science, un des éléments le plus important en termes de productivité, c'est l'organisation du travail. Puis c'est rare qu'on fait des grands débats sur l'organisation du travail, mais il y a
tellement un potentiel de revoir l'organisation du travail. En fait, puis la science démontre que, tu sais, quand tu as une fonction RH qui inclut l'organisation solide dans les organisations, bien, ça contribue à la productivité. Fait que j'espère qu'on va plus parler d'organisation du travail parce qu'on a des exemples publics où il y aurait vraiment besoin de revoir l'organisation du travail parfois pour s'assurer non seulement de l'efficience, l'efficacité, mais aussi que les gens, tu sais, ont des conditions puis des tâches puis c'est ça, un contexte de travail plus porteur. Fait que j'aimerais ça qu'on parle plus d'organisation du travail quand on parle de productivité. Et nous, on est d'accord avec ça. Puis ce qu'on dit, oui, et mettez les travailleuses au jeu. Parce qu'ils le savent très bien, eux autres, où est-ce que ça accroche. Ils sont à la bonne place, puis ils sont les bonnes personnes pour dire où ça va pas dans cette organisation-là. Oui, donc on pourra en reparler d'organisation du travail. Absolument. Écoute, le temps file, comme je le dis, puis je veux pas escamoter des éléments parce que je veux t'entendre parler de développement de compétences, de formation. C'est un enjeu qui est important, mais en même temps, on vient de le dire, et lourdeur de la tâche, organisation du travail. Puis là, après ça, tu dis, bang, on rajoute la formation puis développement des compétences. C'est lourd, beaucoup pour du personnel. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, le développement des compétences au point de vue de la société du Québec, au point de vue individuel puis au point de vue des organisations, je pense que on a tellement parlé de pénurie dans les dernières années, mais je pense que c'est ce dont il faut parler, de développement des compétences. Ça va vite, ça se transforme vite. On voit déjà des écarts se creuser de plus en plus, certains, dépendant des types d'emploi, du type de profil de gens. Fait qu'il faut vraiment faire un effort. Puis il faut... tu sais, il y a la notion de requalification. La requalification a toujours appartenu à l'individu. Tu sais, il faut que tu te requalifies si t'es plus... Et depuis quelques années, l'État se préoccupe de la requalification. Mais c'est nouveau dans le vocabulaire. Puis c'est pas encore dans le vocabulaire des employeurs. Parce que, historiquement, les employeurs, tu sais, si tu avais vraiment plus les compétences, là, ben oui, on allait chercher. Mais les employeurs sont conscients de plus en plus. Attends une minute, là. Bons employeurs, là, ils comprennent, OK, j'ai des gens qui comprennent mon organisation, son historique, ça faudrait va que j'y super garde. bien. Est-ce que je peux m'engager dans la requalification? Fait que ça c'est quelque chose à socialiser avec les employeurs de plus en plus. Puis bien sûr, il faut que je parle de la loi du 1 la fameuse loi du 1 Ça qui est la loi, qui est la loi pour la formation, l'employeur doit être en mesure d'investir 1 de sa masse salariale en formation. Exactement. Fait qu'on fait le total des salaires, la masse salariale, 1 c'est pour les organisations de 2 millions et plus de masse salariale. Donc, ils doivent investir cet argent-là. L'objectif de la loi, il est superbe, on doit la garder. Il y en a qui disent, mettez-la à la poubelle, cette loi-là. Ben non, ça a été démontré que quand il n'y avait pas les organisations n'investissaient pas autant. Fait qu'il faut la garder, mais il faut l'actualiser. Elle est hyper lourde à gérer. C'est vraiment, vraiment lourd. Fait qu'à un moment donné, puis c'est aussi une logique de conformité puis comptable. Et il faut vraiment arriver avec une logique de développement réellement. À la fin du compte, c'est le ministère du Revenu qui regarde ça. Pour vrai, là, c'est même pas les experts pas le bon ministère, formation. C'est peut-être pas le bon ministère. Ils checkent les chiffres. Oui, exactement. Mais c'est cette logique-là. Je me conforme, il faut que je dépense. OK, je déclare des... Donc, ta position, c'est oui à la loi du 1 mais différente. Oui. Donc, moderniser, ouvrir le type de formation. Je sais qu'il y a des changements qui viennent d'être faits. Je sais que vous avez des préoccupations là-dessus. Mais dans les méthodes de formation reconnues encore par la science, oui, on a des... la formation en classe, la formation en groupe, la formation à distance, mais le mentorat, le coaching, je comprends qu'il y en a qui disent « Ah, ça veut-tu dire que les organisations vont asseoir 2 personnes puis ils vont jaser? » Non, je ne suis pas ça. Il faut que ça soit quand même structuré, qu'il y ait un plan de développement. C'est quand même les nouvelles façons d'apprendre. Puis c'est des façons aussi que les PME utilisent beaucoup. Puis pour l'instant, présentement, ils ne sont même pas capables de déclarer ces argents-là alors qu'ils ont des beaux programmes structurés. Puis aussi, on a proposé d'assujettir les organisations non pas sur une masse salariale, mais sur un nombre d'employés. Parce que, tu sais, imagine un bureau d'avocat, le 2 millions, là, il l'atteigne assez vite. Hein? Mais dans une autre organisation où des salaires plus bas, ben, peut-être qu'ils n'atteignent pas le 2 millions, mais puis historiquement, les professionnels se sont toujours plus formés. Donc, pourquoi pas assujettir basé sur un nombre d'employés? Donc, on pourrait peut-être couvrir plus de gens qui pourraient bénéficier parce qu'on a besoin d'accompagner l'ensemble des travailleurs, travailleuses dans le développement de leurs compétences. Les statistiques nous démontrent que les organisations investissent beaucoup chez les gestionnaires, chez les professionnels, moins chez les gens de production, moins chez les gens qui ont un profil administratif. Donc, il faut s'assurer que tout le monde a une chance de développer ses compétences. Ça, c'est un bel exemple de l'importance du dialogue social parce que tu l'as dit, là, on a des craintes. On participe justement à ces discussions-là, puis souvent, quand arrive la remise en question, parce qu'il y en a qui veulent complètement l'enlever. Il y a des organisations, pas la tienne, pas dans ce que tu nous dis, des organisations qui veulent l'enlever.
Alors, quand tu arrives dans un questionnement de la loi du 1 %, ben là, on est un petit peu pris parce qu'on se dit, est-ce qu'on est en train d'essayer de nous l'enlever? Parce qu'il y a cet élément-là qui est important pour les travailleuses et les travailleurs d'avoir ça. Tu le dis toi-même, tu sais. Des fois, dans la culture, c'est pas fait, c'est pas... Donc, mais c'est un bel exemple de l'importance de l'accès social. Regarde, on le garde, mais comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Et là, on met les organisations ensemble, puis on dit, ben voilà, on peut donner du lousse là, mais s'assurer de garder ça. Ça, c'est un bel exemple, je pense, que pour les prochains mois, les prochaines années, il faudrait écouter les craintes, puis de tous et chacun. Je pense que c'est un bel exemple. Oui, on pourrait reconstruire ou reconsolider ce dialogue social-là sur ce projet de loi-là, parce que je pense que sur l'objectif de développement des compétences, tout le monde se rallie, autant pour les individus que pour notre économie. Écoute, c'est tellement une belle fin que je vais devoir terminer avec ça. Comme j'ai dit, le temps filait, ça allait tellement vite. Puis on essaie tout le temps, on se dit toujours avant, là, on se parle avec les collègues qui produisent tout ça, puis qui m'aident justement à avoir l'air à connaître mes dossiers. On se disait, il faut que ça, parce qu'on a vu avec l'écoute, c'est 30-35 minutes, on n'est jamais capable de faire ça. Jamais, ça fait toujours 40-45, parce que les gens, comme toi, qu'on reçoit, sont super intéressants. Puis je pense que ça a démystifié certaines choses de ton organisation, parce qu'après ça, on se dit, on fréquente tous dans nos jobs du monde au RH, qui sont tous majoritairement dans ton organisation, et on voit que il y a vraiment une approche humaine. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ça. Il y avait tellement d'autres sujets qu'on aurait pu aborder, mais écoute, ce n'est que partie remise. Exactement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Plaisir. Super intéressant. Puis aux collègues, n'hésitez pas de partager cet épisode-là. Et bien sûr, d'écouter les autres. Si c'est votre premier, on en a fait plein. Je vous dis 4 saisons, 4 saisons. 4 saisons, la 5e, c'est la prochaine. Puis la prochaine, on va travailler sur certaines affaires. Je pense qu'on a la prochaine saison, pour une nouvelle saison, on a plein de nouveaux projets. Fait que ça sera très intéressant. D'ici là, passez un bel été. Profitez du beau temps. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode.